Vous savez, c'est quoi Black Rock? Black Rock, on dit en anglais. Black Rock, ça veut dire le pierre noire. Pierre noire, les musulmans, ils le connaissent très très bien. En arabe, on dit Hajar al-Aswad. C'est le pierre qui est placé en Arabie Saoudite, à la Mecque. Et chaque fois que vous allez au pèlerinage là-bas, Hajar al-Aswad, voilà, il est concerné dans cette affaire. Je ne vais pas entrer dans le détail. Pourquoi BlackRock, créé en 1988, il a choisi ça, Hajar al-Aswad, le pierre noire d'Arabie Saoudite, puisque l'argent de pétrole, actuellement, même depuis le chute de Shah d'Iran, parce que vous savez, Shah d'Iran a été chuté puisqu'il a augmenté le prix du pétrole. Il y avait une crise en 1973, ici, plus grave que la crise actuelle. Alors, depuis, ils ont décidé, les gens qui gèrent l'argent, d'utiliser l'argent d'Arabie Saoudite, l'argent de pétrole, puisque l'Arabie Saoudite, c'est un des pays le plus riche dans le monde, puisque à part de pétrole, chaque année, ils gagnent plusieurs milliards de dollars grâce aux voyageurs musulmans qui vont aller là-bas pour le pèlerinage, Hajj on dit. Alors, Arabie Saoudite est tellement riche, malgré que ça fait des années qu'il est en train de faire la guerre avec Yémen. Surtout, c'est BlackRock qui est en train de donner les armements de deux côtés. De deux côtés. Alors, l'argent d'Arabie Saoudite est assez décisif dans l'économie mondiale, qu'il soit l'Europe, l'Occident, l'Amérique ou je ne sais pas où. Actuellement aussi, avec la Russie, vous savez, on n'a pas le temps d'en parler. Il utilise une grande force, Poutine, des pays musulmans et des mouvements musulmans, comme de l'autre côté, l'Amérique, il l'utilise, puisque l'Amérique aussi, il a envoyé quelques milices d'Afghanistan en Ukraine, comme ils ont annoncé eux-mêmes. Mais de l'autre côté aussi, vous savez, Gadirov, il était allé là-bas, etc. Mais ça, c'est tellement compliqué cette guerre, tellement étudiée, programmée depuis des années de deux côtés, hein, que ce n'est pas un blablabla qu'on vient ici lancer quelque chose. Voilà. Hajar al-Aswad, Black Rock, pierre noire, sacrée en Arabie Saoudite, et l'argent sacré de pétrole qui joue partout, mes chers amis. Sur 95 FM, et c'est David Abbassi qui est avec vous. Dernier samedi de mois d'avril, demain c'est le 1er mai, bonne fête de travail, travailleurs et travailleuses, nous sommes toutes et tous des travailleurs, mais on ne travaille pas comme les big boss dans le monde. Les big boss dans le monde, vous le connaissez, ça va être catastrophique encore, et cette fois-ci, si la gauche perdre, c'est terminé, c'est terminé. C'est-à-dire le nouveau parti politique créé par Macron, peut-être il va voilà, avancer. Et de l'autre côté, c'est l'extrême droite qui va encore avancer. Et on va voir ce qui va passer. Ce qu'on va passer. On va voir c'est qui nous appelle. On va le prendre tout de suite. Vous avez la parole. Bonjour. Allô? Allô? Ça s'est coupé. Ah, vous étiez en ligne, hein? Je, je vous appelle directement tout de suite. Mais vous pouvez nous appeler. Voilà, on va vous prendre tout de suite. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite Jean Bernard qui est avec nous. Bonsoir Jean Bernard, comment allez-vous? Ah, bonsoir David, mais je t'entends très loin, c'est pas grave, je vais faire avec, je sais que
on entend bien ce que je vais dire, donc je m'inquiète pas. Bravo, bravo, ne t'inquiète pas, on vous entend bien, tout va bien. On est là à votre écoute, John Bernard. Allez-y. Je veux dire qu'il aimait bien Jean Lassalle. Malheureusement, le comportement de Jean Lassalle a fait que toute l'élection de son village a été annulée. Bah oui, on fait pas n'importe quoi non plus. Donc, bah moi j'ai fait un peu, j'avais sous-entendu, je sais pas si on sait ça, mais j'avais fait un barrage contre Macron, j'avais fait un Castor. Puis là, je mange les pissenlits par la racine parce que exactement ce qui c'est que on en reprend pour 5 ans, donc j'ai acheté de l'huile parce que c'était moins cher que la vaseline, on va dire ça comme ça. Non, on va pas être vulgaire. Pourtant, je suis très fort. Mais ouais, on va dire que les choses elles vont pas bien. Et puis moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je regarde toujours les Simpsons avec un décalage. Et pour le 5 mai 2022, il y a une bombe atomique qui doit tomber. Donc, je vois les tensions actuelles. Je dis, si tout est écrit, eh ben, on va s'en manger une, mais où, je sais pas. Alors, moi, je me pose la question, si quelqu'un avait la prévoyance, je sais que Didier avec son protocole Oracle, avait des informations, ce qui pouvait me dire, va tomber la prochaine bombe nucléaire dans les quelques jours qui viennent, bah, j'en serais content. Je sais pas ce que tu penses de ça, David, et ce que pensent les petits Parisiens avec le beau sport d'Anne Hidalgo. Enfin, on va pas rigoler de tout ça, mais on voit bien que tout le pass sanitaire, moi j'ai vu la Ursula, là, elle s'appelle Ursula, celle qui dirige l'Europe, là. Et nous, on n'a rien le droit de dire. Bon, je vais rigoler avec vous, mais écoute, hein, franchement, je vous écoute. David, si tu as des infos, donne-les. Hein. Et gros bisous à vous deux, à toi, même à vous trois, même à ta fille qui prend l'antenne avec tellement d'amour et de perspicacité. Voilà. Puis je dis à Didier, pour toutes les émissions qui rediffusent le soir parce qu'il n'y a pas assez d'animateurs, ça serait bien qu'il y ait plus d'animateurs sur la radio, franchement, bénévoles. Moi, le premier demain, j'ai un bénévole. Je veux bien. Je veux bien partager avec vous, donner des échanges. Je suis sur le forum, je m'appelle Juste Bien Libre et je donne des petites poésies pour dire que la vie, elle s'écoule lentement. Bientôt, la mamie, elle aura 108 ans, mon David. Allez, je te ferai une petite vidéo. À plus. Merci, merci. Alors, ce n'est pas une guerre récente d'aujourd'hui. La guerre existait depuis éternel, même le dernier siècle qui était 20e siècle, et même maintenant c'est 21e siècle, la guerre existait. Vous vous rappelez de Première et Deuxième Guerre mondiale, plusieurs millions de personnes étaient assassinées et mortes. Ah, on ne dit pas dans le manuel de l'école. Après, à part des guerres mondiales, vous savez, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est finie, il y avait beaucoup d'autres guerres dans le monde, partout, qui déroulaient jusqu'à ce jour-là. Il y a beaucoup de pays qui étaient victimes, beaucoup de morts, d'assassinats. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que le nombre d'habitants de notre planète a augmenté, mais il ne faut pas oublier, dans la Première Guerre mondiale, l'Iran avait 13 millions d'habitants. 13 millions. 9 millions a été disparu. 9 millions. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que suite à la Première Guerre mondiale, 9 millions d'habitants d'Iran étaient disparus. On a dit sécheresse, tout ça, mais c'était la guerre. Il n'y avait plus rien à manger. Ils n'ont pas été tués avec les balles ou avec l'épée, mais comme plusieurs dizaines de personnes mortes dans le monde, surtout en Afrique, par jour, à cause de pauvreté,
n'ont pas mangé, là, oui. Les guerres, ça existait, mais malheureusement, cette guerre-là, il est trop dangereux, puisqu'il a touché l'Europe. Il a touché l'Europe, en plus, c'est un pays qui tient le bombe nucléaire, et il a annoncé ça plusieurs fois qu'il a ça. Et de l'autre côté aussi, beaucoup de pays ont des bombes atomiques, voilà. J'ai entendu que Vladimir Poutine, il a demandé à Israël de ne pas aider l'Ukraine, mais lui-même, il a déclaré, Poutine. Il a dit que je suis en guerre avec l'Atlantique. Et voilà, c'est-à-dire, lui, il pense qu'il est en train de faire la guerre avec l'Europe et l'Amérique. Autant, autant pour lui et face à lui. Et c'est ça qu'il dit tous les jours. Malheureusement, ici, on ne l'entend pas, mais les discours que lui, il fait, et ses généraux, ils font, il précise comme quoi il est en guerre avec l'OTAN. Et il sait très très bien que c'est l'armement de l'Occident qui est en Ukraine, mais malheureusement, on ne peut pas, un pays courageux comme l'Ukraine, il ne peut pas faire face à la deuxième force mondiale. La Russie est la deuxième force mondiale. On ne peut pas. À mon avis, c'est mon avis, hein. Dès le départ, quand on a commencé à payer plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine pour continuer la guerre, on devait prendre des décisions radicales pour arrêter Poutine de continuer à détruire l'Ukraine. Ça, c'est les politiciens, les généraux, pendant des années, ils ont étudié partout en Occident, autant, non, voilà. Ils ont étudié, on avait investi pour ces gens-là, qu'ils soient les généraux ou les politiciens, pour qu'ils prennent les décisions correctes à ce jour-là. Mais quand Biden, il dort toujours et il salue les gens qui n'existent pas en face de lui, je ne sais pas si vous voyez tous ces films-là ou non, qu'on l'avait mis dans une première force mondiale. Il est président, mais c'était comme un poupée. À l'époque, je me rappelle, le monsieur qui gère le monde, le monsieur, que vous le connaissez, il avait dit, moi, je peux mettre une carotte, un ordinateur, et gérer le monde et le pays. Et c'est le cas d'aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, président Biden, il y a des choses vraies sur lui, qu'il est malade, qu'il ne gère pas ses propos, ses actes et tout ça. Par exemple, une fois quand il finit son discours, il tourne à droite, à gauche, il ne sait pas de quel côté il doit partir, et il serre la main avec personne qui n'est pas en face de lui. Alors, les gens comme ceci vont diriger le monde, et bien sûr c'est ça, hein, malheureusement. Il n'y a pas un général de Gaulle, vous voyez? Il n'y a pas au moins un Abraham Lincoln. Voilà, il n'y a pas au moins un François Mitterrand. Vous avez, je crois que vous savez, vous ne l'avez pas oublié, si vous êtes jeune, vous avez lu l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand dans le monde? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était énorme ce qu'il a fait. Moi, je le laisse à vous de parler pour le moment. Je vous écoute, mes chers amis, mais je vais vous dire ce que Mitterrand il a fait. Voilà, malheureusement, cette guerre-là, ça va continuer. Ne va pas arrêter rapidement. Seulement s'il aura une petite bêtise. Parce que vous savez, les informations actuellement, c'est des informations guerrières. Information guerrier, c'est quoi? C'est une grande partie de ce que vous entendez, ce n'est pas correct. C'est de fake news. C'est des fake news, c'est la guerre. Chacun, il essaye de dire ce qu'il pense est bien pour ses intérêts.
Par exemple, tout à l'heure, il y avait quelqu'un de nos amis sur l'antenne qui parlait de Zelensky, s'il était drogué ou non. Alors, vous voyez, tout ça, c'est le résultat de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On avait diffusé un petit film vidéo de quelques minutes, comme quoi sur son bureau, il y avait, on dit, ce n'est pas du sel, c'est de drogue, vous voyez. De l'autre côté également, euh, euh, la Russie aussi, on dit des choses, mais tout ça, c'est des propagandes guerrières. La vérité, c'est quoi? C'est à nous d'aller chercher, et malheureusement, de temps en temps, ça va être pour une partie contre l'autre partie, et cette partie actuellement qui est mauvais, méchant, celui qui l'a attaqué, qui est en train de tuer. Moi, j'ai une question qui n'a pas tellement à voir avec l'antenne de ce soir, mais je suis un intervenant pas régulier, mais enfin, ça m'arrive d'intervenir sur les programmes de Libre Antenne l'après-midi. Allô? Oui, Paul, oui, Paul, on vous écoute. Et donc, je vous avais appelé une fois, on avait parlé de beaucoup de sujets, notamment autour de la révolution iranienne, et vous m'aviez donc dit que, d'après vous, il fallait donc intervenir l'après-midi lors de la Libre Antenne, parce qu'il y avait, et je vous rejoins sur cette impression, qu'il y avait des personnes, enfin des islamistes qui intervenaient lors de la Libre Antenne pour faire passer leur message de façon détournée. Donc moi, je voudrais savoir si vous pensez toujours ainsi, et si oui, pourquoi est-ce que parfois, j'imagine que l'après-midi vous avez vos occupations, mais vous avez dit que parfois vous arrivez d'écouter cette antenne, donc j'imagine que vous avez formé votre famille aussi à identifier les islamistes, puisque ça fait longtemps que vous les combattez. Mais est-ce qu'il ne serait pas utile que de temps en temps vous interveniez, puisqu'ils n'appellent pas à votre émission, hein, pour les démasquer? C'est une bonne question, Paul, je te remercie beaucoup. Mais tu sais, Paul, j'ai une bibliothèque et même vidéothèque de plusieurs milliers d'heures et plusieurs dizaines de livres. Ce n'est pas à moi d'être présent pour chaque fois quand un connard il vient s'exprimer pour défendre l'islam politique. C'est à vous de faire le travail. Moi, ça fait 40 ans. Moi, cette année, c'est 50e anniversaire de mon combat. J'ai 64 ans. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé. Et en France, ça fait 42 ans que je suis en train de ramener mon combat pour la laïcité, humanisme. Ça fait 42 ans. J'ai énormément d'informations que je vous ai données et que ça existe. Vous tapez mon nom sur YouTube, vous avez énormément sur n'importe quel sujet vous pouvez trouver des réponses en français, en arabe, j'ai parlé en arabe aussi, et en persan. Pour ça, c'est à vous de venir démasquer tout ça, mon cher Philippe. Moi, je ne suis pas là actuellement. Enfin, je travaille énormément depuis toujours, je travaille. Ici, je viens pour Didier, pour parler avec vous et tout ça, mais sur Instagram, la semaine dernière, j'avais 950 000 personnes qui ont visité mes pages. Dans le monde, je travaille, je parle. Je ne suis pas là pour venir une personne qui vient sur l'antenne dire quelque chose, leur répondre. C'est à vous. C'est à vous de venir leur répondre. Et si vous avez des questions sur n'importe quel sujet qu'ils viennent évoquer sur l'antenne, vous avez les réponses dans mes vidéos. Vous tapez le sujet et David Abbassi, vous pouvez le défendre, mon cher Paul. Mais Paul, je peux pas chaque fois. Oh là 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 là, tu sais pas combien de millions de gens comme ça existent. Ils sont en train de égorger les gens la nuit quand tu dors. Comme moi je dors, en Afghanistan, plusieurs dizaines de personnes étaient égorgées à cause de ces gens-là.
Dans tous les pays, même dans cette guerre d'Ukraine, il y a qui sont présents dans le combat, patati patata. Et de l'autre côté, je veux vous dire une chose, malheureusement, je veux vous dire, puisque c'est grave, je veux vous dire, malheureusement, il y a une tolérance qu'on ne prend pas en sérieux cette idée islamiste en Occident, surtout en Europe et surtout en France. Malheureusement, je veux vous dire, on était victime plusieurs fois et sans conséquences. Sans conséquences. À l'époque de Chirac, j'avais mes gardes-corps, voitures blindées, peut-être. C'est moi-même que j'ai refusé. Didier, il est au courant. J'ai dit, je ne veux pas de ça. Mais après, actuellement, il y a malheureusement, c'est des juges qui m'ont dit, des policiers qui m'ont dit, mais bien sûr, ils ne vont pas venir témoigner ici, Philippe, mais ils m'ont dit, il y a malheureusement une tolérance pour ne pas déranger ces gens-là. Mais par contre, sur l'antenne, vous pouvez les déranger, ce n'est pas des dérangements. Quand ils viennent vous raconter n'importe quoi, c'est à vous de venir et répondre à ces gens-là, mon cher Paul. Moi, je ne peux pas être présent tout le temps. Voilà. Je vous écoute. Oui, enfin, on peut dire que même il y a certains partis politiques qui sont complices. Qu'est-ce que vous en pensez ? 100% d'accord avec toi. Moi, quand je dis qu'on tolère l'islamiste en France, pourquoi? Puisqu'il y a l'argent de pétrole qui joue partout. Autre chose que Macron, il a dit, on ne l'a pas laissé de le faire, il a dit il faut couper les finances étrangères dans les élections. Ce finance-là existe. Malheureusement. C'est pour ça, si de temps en temps vous voyez certains partis qui soient de gauche ou de droite, plutôt de gauche, ils soutiennent, ils disent des choses de la blablabla. Par exemple, sur le voile même, je parle seulement sur le voile. Le voile, c'est criminel envers les femmes. Puisque, comme un islamologue, je te dis, j'avais déjà dit, oh là là, ce n'est pas islamique, même pas. Ça, c'est quelque chose que Yasser Arafat aussi il portait sur sa tête. Actuellement, aussi, tous les Arabes, ils portent. C'est pour une protection, c'est une protection dans le désert. Alors, pour les femmes, ils ont imposé ça, il faut le mettre, et après, patati patata, etc. D'autres choses. Surtout que maintenant, c'est un uniforme, c'est symbole. Et n'oubliez pas, les musulmans, les pays forts musulmans, quand ils investissent quelque part, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Quand ils mettent plusieurs millions de dollars par an pour créer des télévisions en français, en arabe, en persan, en turc, et ils ne pensent pas à toi que tu es français ici, que tu écoutes patati patata en français. C'est dans leurs entrées. Tu as tout à fait raison. Malheureusement, l'argent de pays golfe persique, l'argent de pétrodollars, l'argent musulman, il joue partout. Si je veux te raconter les histoires, comment même certains, ils deviennent représentants du peuple à cause de l'argent d'étrangers. Seulement, on a pour trouver un endroit à droite, à gauche de costume, costard pour François Fillon, mais il y a des choses assez énormes, et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on nous laisse jouer dans un autre champ, mais à gauche et à droite, il nous pique ou il nous impose certaines choses qui est mauvais pour la République, pour la laïcité, pour la France, pour la culture internationale française. Paul. Allô ? Oui, Paul, on vous écoute. Oui, je voulais vous poser aussi une question. Enfin, je pensais surtout à Mélenchon et à son parti. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il y a certains intellectuels qui passent leur temps à vouloir défendre l'immigration illégale ? On doit être un des rares pays chez qui il faudrait donc accepter tout le monde sans condition. Je pense à certains intellectuels comme Enthoven, Henri Lévy, etc. Et justement,
on entend certains, pour moi c'est un des signes des islamistes, dire qu'il faut accepter les immigrés sans condition, quasiment. Donc tout ça en prenant comme argument la culpabilisation de la France qui aurait été colonialiste, n'aurait fait que le mal partout, n'aurait pensé qu'à défendre ses intérêts, alors que souvent eux ils sont donc originaires d'une culture qui a passé son temps à faire la guerre aux autres et à les conquérir, notamment en Afrique du Nord où ils sont toujours, parce que l'Afrique du Nord à ma connaissance ça n'était pas un pays arabe, l'Afrique du Nord, qu'ils ont d'ailleurs appelé le Maghreb, hein, c'est un nom arabe, Maghreb. Ça appartenait d'abord aux tribus berbères et aux Kabyles. Donc c'était pas un pays arabe, l'Afrique du Nord. Et d'après ce que j'ai lu, là, je sais pas, 300 pages de bataille qu'ils ont fait ici ou là, en Iran, en Inde, etc., pour les conquérir. C'est-à-dire que dès qu'ils ont eu l'apparition divine ou la révélation, ils sont allés partout imposer l'islam avec le glaive et les impôts et l'esclavage. Donc moi je les reconnais parce que ils sont toujours en train de culpabiliser le pays dans lequel soi-disant ils vivent. C'est-à-dire ils sont français mais ils détestent la France. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont le soutien d'une certaine classe élitiste, politique ou de philosophes, d'intellectuels? En fait, chez certains intellectuels de confession juive, il y en a que deux qui s'opposent à ça, c'est Elisabeth Lévy et Monsieur Golnadel, l'avocat. Tous les autres sont pour que l'Europe accueille un maximum d'immigrés sans condition, quitte à inverser la civilisation européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allô ? Oui, Paul, je vous écoute. Mais très intéressantes tes questions, très intéressantes et très intelligentes aussi. Déjà, je veux vous préciser quelque chose. Cette question de discrimination positive envers les islamistes et envers l'islam politique est tellement grave que vous devez tenir fort et réclamer d'abandonner ça par le pouvoir politique. C'est déjà premier pas. Deuxième pas, surtout de Mélenchon que vous parlez, j'avais déjà dit, je sais qu'il a pu flatter plus de 20% du peuple français, et je sais tout ce que vous savez aussi également, mais tout ça, il y en a une chose que vous devez le savoir. Malheureusement, l'argent est très important, le pouvoir aussi est important. Ce monsieur, depuis quelques jours, il dit qu'il va devenir Premier ministre. Déjà, l'ambition qu'il a pour le politique, être Premier ministre, premièrement. Deuxièmement, les intérêts financiers, patati patata, tout ça, vous connaissez mieux que moi. Pour ça, si vous voyez certains hommes intellectuels, soi-disant, qui défendent certains projets de globalisme mondial, enfin, des gens qui gèrent le monde, ne doit pas être étonné l'individu qui est intelligent, puisqu'eux, ils font leur travail. Depuis 1980, que Open Society, ça a été créé et étudié, c'est quoi Open Society. Maintenant, plupart des ONG, plupart des mouvements politiques, plupart des mouvements de gauche socialistes, qui soient Parti démocrate américain ou d'autres choses, il est dans cette finance mondiale. Pour ça, l'immigration et changer de démographie de certains pays, c'est dans la volonté de ce projet mondial. Dans ce projet mondial, la France, l'Europe doit recevoir, suite à la guerre dans les pays musulmans, des millions de musulmans voilés pour les années qui viennent. Et ici, puisque tu n'as pas de Charles de Gaulle à penser à l'avenir du pays, et les gens, ils pensent plutôt à la mondialisation, ils ont une vision internationale, et tout ça, ça va changer. C'est tellement grave et compliqué, et malheureusement, on arrive à la fin de mon émission. Paul, mais tout ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Vous devez être présent, vous devez défendre les intérêts de notre pays, la France. Moi, je viens de te dire, moi, j'ai vécu 22 ans chez moi, en Iran.
Ça fait 42 ans que je suis ici. 2 fois plus que j'étais en Iran, j'étais en France. Et je suis inquiète pour la France, bien sûr, et j'étais inquiète depuis toujours, comme vous pouvez constater, depuis les années 1980, que j'ai commencé à collaborer avec Didier Doplège, mon ami, sur cette antenne, et même sur d'autres domaines, les écrits que j'ai faits. À l'époque, quand je parlais de la laïcité, personne ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire laïcité. 1983, 4, 5, 6. Maintenant, on parle. Après, même ici, on avait les gens qui étaient ministres de la laïcité, mais il était copain avec le pétrodollar. Moi, il y a une vidéo, vous pouvez regarder sur l'Internet. Face à face, j'étais avec M. Bianco. M. Bianco, qui était ministre Hollande de la laïcité. J'ai dit, monsieur, vous êtes représentant de la laïcité française. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous faites tout ce que vous dites. L'islam, même pas l'islam ne demande pas certaines choses que les islamistes, ils demandent. Ou les musulmans, même, ils demandent. Ça. Et dernière chose, Paul, que je veux vous dire avant de partir, c'est ça. Jamais, jamais, dans vos discours, vos débats, vos analyses, ne parlez pas de l'ethnie juive ou la religion judaïsme, dans tous ces bordels-là qui passent dans le monde. Vous avez pu constater, concernant les élections françaises, vous avez M. Éric Zemmour, candidat était juif tunisien. Tous les juifs français, ils ont pris la position contre lui. Qu'il soit le grand rabbin de la France, qu'il soit la LICRA, qu'il soit le CRIF, j'ai entendu moi-même, qu'ils soient les ministres juifs dans le gouvernement, ils ont pris position contre Éric Zemmour. C'est-à-dire l'individu, s'il a une origine, soi-disant patati patata, vous ne devez pas prendre compte de la communauté ni de l'ethnie. Deuxième chose, les gens comme Bernard-Henri Lévy. Moi-même, dans le synagogue de Copernic, au Trocadéro, devant environ 200 personnes. Je lui ai dit, monsieur, vous mentez. Dernier livre qu'il avait fait, il avait écrit quelque chose qui n'était pas correct, sur la Perse surtout. Quand j'ai critiqué, je l'ai dit, il a accepté. Et après, la totalité des Juifs iraniens, perses, aux États-Unis, Confédération des Juifs, ils sont très forts là-bas. Ils m'ont soutenu. Ils ont écrit une lettre contestée à M. Bernard-Henri Lévy. Être juif, Bernard-Henri Lévy, ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme ou c'est l'ethnie juive qui est en train de... Non, ces gens, c'est comme toi-même ou d'autres personnes que je vous connais, vous êtes très nombreux. Quand vous avez des problèmes judiciaires, pour la plupart de vous, que vous n'êtes pas juif, vous choisissez un avocat juif. Pourquoi? Puisqu'il travaille bien. Vous êtes sûr que lui, il travaille. Les Juifs, quand vous le confiez en une affaire, s'il accepte cette affaire, il travaille bien. Alors qu'il soit policier, juge, juif, avocat, chauffeur de taxi, pilote d'avion, il fait bien son travail. Pour ça, si quelqu'un aussi il travaille pour la mondialisation, il est dans le camp de la mondialisation, comme Bernard-Henri Lévy et l'autre personne, Jacques Attali et tout ça, ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme qui est ça. Non, ces deux personnes, comme ils sont peut-être professeurs à l'université, ils sont en train de donner des leçons engagées par l'université, ils sont engagés par certaines ONG, certains mouvements, patati patata. Et voilà, ce n'est pas la communauté. Actuellement, comme histoire d'aujourd'hui, avec l'Ukraine, comme vous pouvez constater, Israël, malgré qu'il avait une relation assez importante avec l'Ukraine, également avec la Russie et Poutine, ils n'ont pas fait d'intervention. Même quand il a dit quelque chose, Zelensky, l'Israël, il a contesté. Vous voyez, en plus, moi, je regarde E24 News de temps en temps, puisque même je suis consulté, il m'intervient. Regardez E24 News, c'est le journal d'infos en français. Il y en a aussi en arabe, d'Israël. Les informations qu'il vous donne
sur toutes les choses, y compris l'Israël, vous n'entendez pas ici. Pour ça, ne mélangez pas dans vos discours, vos débats. Vous voulez critiquer, vous voulez soutenir quelqu'un, parler de lui, il est juif, l'autre, il est juif, Israël. L'ethnie ne compte pas. J'ai parlé de BlackRock. Et je vous ai dit, BlackRock était financé, l'argent officiel, jusqu'à maintenant, c'est les pays Golfe Persique, pays arabo-musulmans, surtout Arabie Saoudite et d'autres pays. C'est l'argent saoudien qui règne dans le monde. C'est fini cette histoire qu'on avait dans la tête, comme quoi c'est les Juifs. Les Juifs, George Soros, il est juif, mais regardez sur l'Internet, une grande partie des Juifs sont contre lui. Puisqu'il a dit lui-même qu'il ne croit pas ni en Dieu, ni en aucune religion. Et en plus, c'est lui qui était d'origine de tous les mouvements contre Benjamin Netanyahu. C'est lui qui l'a destitué dans les élections. Benjamin Netanyahu. Benny Gantz, c'était quelqu'un soutenu comme Biden par Soros. Ce n'est pas blanc et noir comme vous pensez. Réfléchissez un peu mieux, pensez clair, mettez de côté les idées racistes. Ce n'est pas une insulte pour certains amis que je dis raciste, c'est-à-dire, vous dites, ah, il est juif, ah, il est sioniste, oh, il est israélien. Oh. Non, laissez tomber cette partie-là. Actuellement, pour la plupart des choses qui se passent dans le monde, c'est géré par l'argent des pétrodollars arabo-musulmans. Voilà. Merci à toutes. Merci à tous. Je suis désolé, vous étiez tellement nombreux de vouloir intervenir. Je comme paradis seulement puisqu'on dit qu'il y a des nazis. S'il y avait 3 000 ou même 30 000 nazis dans une ou deux provinces ou deux villes, on pouvait les écraser. Ce n'était pas la peine d'attaquer. Alors, on vous écoute, Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir à toi. Je reviens. Je reviens parce que moi je suis surpris parce qu'il y a tellement de décalage entre Zlata et ce monsieur et je comprends pas. Franchement je comprends pas. C'est Zlata, elle vit ça dans sa chair. Et puis il y a un monsieur qui vient là qui dit c'est comme ça, moi on voit autrement, on voit Occident. Je dirais même on voit Occident, parce que moi je vois bien la séparation qui existe entre l'Occident, la Russie, l'Inde, la Chine. Il y a bien une séparation qui est là entre ce monde qu'on veut nous transhumaniser, ou alors... mais ça sera pas gai des deux côtés, hein. Je dis pas que... la Russie a la solution, hein, certainement pas. Mais moi je me souviens entre des gens qui évitent de larguer des bombes en Allemagne sur les usines Ford et enfin tous étranges. Enfin si on revient un peu dans l'histoire, c'est l'étrange pouvoir de Margaret Thatcher. Et de la reine d'Angleterre avec les convois maritimes. Enfin, il y a tellement de choses qui sont là présentes, tous les paradis offshore, tout ce qu'on a oublié de là on peut... bizarrement, il y a des Russes, des oligarques russes qui sont morts, hein, ils sont suicidés, hein, toute leur famille. Hein. Bizarrement, là on arrive à tuer des gens qui sont influents, mais qui dérangent. Donc, moi, j'aimerais bien que chacun remette midi à sa porte et arrête de fustiger Pierre-Paul ou Jacques. Non, regardez ce qui se passe. Enfin, restez à l'écoute d'ici maintenant de David, et puis vous verrez bien comment les choses se déroulent. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Merci, nous avons Zlata avec nous. Zlata, elle est avec nous. Si vous voulez rester et voir ce qu'il va dire, voilà. Zlata, rebonsoir, tu as droit de parole, droit de réponse. Voilà, on vous écoute. Et même Stéphane, s'il a encore des choses à dire, même l'autre auditeur, écoutez ici et maintenant, je vais vous préciser. N'entrez pas dans les conflits, patati patata, mais une chose que
également, notre auditeur, il avait raison, Zlatan, il vient d'Ukraine. Il connaît son histoire. Il sait des choses que nous ne savons pas. Mais nous condamnons la guerre, nous condamnons l'attaque, mais on doit tout écouter. Puisque déjà, il y avait une préparation pour cette guerre. Préparation pour cette guerre qui n'était pas dans le champ de la mondialisation de la Russie. Il faut imaginer tout ça. Il y avait une préparation. Alors, qui a tombé dans le piège? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des choses qu'on peut parler. On peut parler, on a le droit de parler. Il n'y a pas de censure, ni de dictature en disant que, oh oui, c'est ça. Voilà, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, vous devez donner vos informations, pas vos idées. Ici, il n'y a pas d'idée qui marche. Tout le monde est contre cette attaque. Tout le monde, quand il voit toutes les misères qui tombent sur la tête du peuple d'Ukraine, est contre cette attaque. Mais de l'autre côté, il y avait toujours des préparations pour toutes les choses. Il y avait les causes pour les causes arrivées. Pour ça, nous sommes des hommes, des gens sages, intelligents. On doit parler parce que jamais n'est pas trop tard pour arrêter cette guerre-là. Soit disant ce que je viens de vous dire ce soir. S'il y avait 3 000 ou 30 000, et même 300 000, même 1 million de nazis, si ce n'est pas 3 000 que les États disent, 1 million, on peut régler ce problème-là. Comme ici en France, vous voyez, nous avons des nazis, nous avons des extrêmes droites, même il arrive à un pourcentage assez énorme, mais l'intelligence du pays, il est tellement intelligent ce pays qu'il peut le régler, comme Macron. Regardez Macron quand il était face à Le Pen, comment il a parlé? Il était gentil, poli, et après même la consultation qu'il a fait avec lui, c'est-à-dire par la voie de diplomatie. Même on peut arrêter cette guerre-là actuellement, même on pouvait écraser s'il y avait des racistes là-bas, cette guerre n'est pas justifiée d'un côté, et de l'autre côté, les préparations. Moi je vous ai dit, Andrei Gorbatchev, celui qui a remplacé Andrei Gorbatchev au moment de chute de communistes. Moi, je le connais. Il est ici à Paris. Il était présent dans plusieurs médias. C'est un type francophone, civilisé, comme moi et vous. Lui-même, il a dit, l'Occident, il a eu tort de ne pas respecter l'accord de 1990, de ne pas entrer les pays de l'ex-Union soviétique dans l'OTAN. Parce que c'est dangereux quand tu ramènes l'ennemi chez moi. C'est comme la Russie, elle était allée en Mexique, pays Amérique latine, installer ses missiles. C'est dangereux. Ce sont des choses que vous devez regarder de tous les côtés. Et surtout une chose, ne prononcez pas les noms des ethnies, des religions, des races, des gens comme ça. Non, ça c'est une guerre pour faire de l'argent, pour que la mondialisation soit propre, sans révolutionnaires, sans les gens qui ne respectent pas, patati patata. Restez calme, s'il vous plaît, mais ramenez vos informations. Zlata, bonsoir, rebonsoir, on vous écoute. Oui, rebonsoir, monsieur Abbassi. Et merci à l'humain, Jean-Bernard. Merci, Jean-Bernard. Alors, pour Stéphane, je ne sais pas si je dois dire que je suis contente de l'entendre parce que c'est à lui que je m'adressais, évidemment. Alors, pour le respect, d'abord, on n'a jamais gardé les vaches ensemble, donc on se vous voit. Ça, c'est primo. Deuxièmement, tu veux me blacklister? Ah, là, je me permets un tu. Tu veux, avec tes grosses bottes, venir dans mon pays et mettre de l'ordre? Parce que je te cite mot à mot. Les pays riches ont décidé que Crimée doit être ukrainien et Donbass doit être ukrainien. Les pays riches ont décidé, mot à mot, tu l'as dit, il y a quelques mois. De quel droit? D'où viens-tu? D'où viens-tu pour payer dans nos vies tes décisions à toi? C'est toi qui as vu 2 articles dans Wikipédia. C'est toi qui as juste mangé dans le resto de Kiev et le borsch de la famille de ta copine. Je te souhaiterais volontiers le bonheur avec ta copine ukrainienne. Là n'est pas le problème. Mais tout ce que vous savez de l'Ukraine, Stéphane, c'est qu'à Kiev, il y a des gens qui gagnaient plus d'argent qu'à Paris quand ils travaillaient dans l'informatique. Ça s'arrête là, vos connaissances.
8 ans de guerre à Donbass. S'il y avait les solutions de l'arrêter, c'était les accords de Minsk. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Poutine a arrêté les bombardements de Donbass, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Apprenez l'histoire. Je suis sûr que vous avez votre bac, vu comment vous vous exprimez. Mais refaites votre cours d'histoire. Je ne veux pas du tout vous humilier, mais vous ne connaissez rien de l'Ukraine, ni de Russie. Par contre, vous êtes très arrogant et très agressif. Et vous entendez dicter à cette radio qui doit parler, qui ne doit pas parler. Cette radio a son propriétaire et les animateurs. Vous exercez la pression. Et votre manipulation va assez loin. Pas ici chez M. Abbassi, mais avant, mais même ici. Alors, faites ce que vous voulez, mais vous êtes dans le tort. Et c'est sur votre main, sur vos mains, qu'il y aura le sang de ces Ukrainiens et de ces Russes qui s'entendaient bien avant que l'OTAN ne vienne avec les sales bottes de cow-boys, salir notre liberté et mettre de l'ordre. Les gens qui sont assoiffés de sang et d'argent viennent mettre de l'ordre chez nous et on nous dit de nous taire en plus. Bah, on peut très bien nous taire. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Hein. Moi, je suis contre les guerres, toutes les guerres. Encore une fois, Poutine, j'aurais aimé qu'il fasse autrement. Mais je n'ai encore entendu de personne la solution à cette crise qui avait les accords de Minsk pour arrêter la guerre à Donbass. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Zelensky a dit, début février, je n'entends pas à les respecter, je ne veux pas les respecter. Et il y a encore quelques mois, il a demandé de la bombe atomique. Il voulait son arme nucléaire. Il a demandé d'avoir les bombes atomiques à je ne sais pas qui. Alors, si vous n'êtes pas au courant pourquoi les armes nucléaires ont été rendues à la Russie, c'est parce que ce n'est pas l'Ukraine qui les a construites, évidemment, c'est l'Union soviétique, comme tout ce qui est en Ukraine était construit par l'Union soviétique. La seule construction de l'État ukrainien, je suis désolé de vous le dire, moi je le sais, ils ont bouché le canal qui supplémentait la Crimée en eau de Dnepr. C'est tout. Ils ont bouché le canal que les autres ont construit. Toutes les infrastructures sont détruites, l'industrie est à zéro, les terres sont toutes revendues, ou presque. Il y a évidemment l'oligarchie, il y a évidemment une petite élite, il y a évidemment Kiev, la capitale qui va très bien, il y a quelques villes qui fonctionnent. Les Ukrainiens sont tous, soit en Russie, soit en Europe, comme femmes de ménage alors qu'elles étaient professeurs avant. Alors évidemment qu'il y en a qui applaudissent et évidemment il y en a qui s'arrangent. Mais ce n'est pas à vous, monsieur Stéphane, de me lire la morale. Parce que vous êtes d'une indécence telle que je vais arrêter de vous adresser la parole. Jusqu'à là, j'étais vraiment très respectueuse. Même là, j'espère que je suis respectueuse. Mais alors, il y a des gens avec qui la communication apparemment est complètement inutile. Parce que moi, je vous parle de la guerre et des gens qui meurent. Et vous venez ici avec les manipulations. Il y a les enfants qui pleurent là à la gare. Il y a 30 000 diamants qui sont... Il y a le chiffre 30 000 que j'ai entendu récemment, qui sont morts depuis 8 ans par les mains des Ukrainiens, des néo-nazis ukrainiens et les autres néo-nazis. 30 000 humains. Chiffre officiel ici, je crois que c'est 15 000, un truc comme ça, qui date d'il y a longtemps. Et les observateurs indépendants disent que c'était pas les Russes qui faisaient la guerre. C'était vraiment les hommes qui ont pris les armes parce que leurs villes ont été bombardées. Dès cette révolution orange honteuse, dès 2014, les bombes ont commencé à pleuvoir sur Donetsk et Lugansk. Moi, je viens de Crimée. Je suis à moitié ukrainien, à moitié russe. Ma meilleure copine, à moitié ukrainienne, à moitié russe, vient de Donbass. Sa mère et son père vivent là-bas. Ils ne sont pas répartis. Les gens continuent à vivre, à faire leurs études, à travailler. Ils sont restés et ils vivent sous les bombes depuis 8 ans. Vous prétendez que ça n'existe pas, si j'entends bien. Alors, c'est totalement immoral. Alors, faites, s'il vous plaît, quelques cours d'histoire, renseignez-vous, mais apparemment, ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est de dicter à nous, qui sont les pays pauvres, c'est ça pour vous. C'est que les pays riches veulent qu'on devienne. Mais même pas dans vos rêves. Même pas dans vos rêves. Arrêtez de rêver. Occupez-vous de vous, dans vos banlieues de pays riches. Je ne peux pas sortir à partir de certaines heures et la police ne peut pas s'y rendre. Arrêtez de faire le cow-boy ailleurs, d'accord? Chacun chez soi et les vaches sont bien gardées, ok? Je suis désolé, monsieur Abbassi. C'est pas notre première discussion avec monsieur Stéphane. Moi, je lui parle des gens qui meurent. Lui, il me parle des idéologies qu'il voudrait instaurer, je ne sais pas où. Il voulait tuer Poutine.
Ça va pas, quoi. C'est juste un discours d'un malade. Si vous souhaitez la mort d'un être humain, vous devrez être, en fait, à l'hôpital psychiatrique, Stéphane. Même la mort d'un dictateur, hein, parce qu'il y a le jugement pour ça. Il y a les procédés plus civilisés que ça. Parce que même les nazis qui sont à Mariupol et Donbass, en train de se cacher derrière le bouclier humain de quelques civils qui sont restés, même à eux, je leur souhaite pas la mort. Par contre, il faut mettre ces gens-là dans les cages, parce qu'ils ont perdu la face humaine. Et parce que, avec ces idéologies, au XXIe siècle, moi, j'arrive même pas à imaginer que ça se passe. Je ne sais pas pour vous, je pense que la plupart des gens sont comme moi, parce que c'est juste inimaginable que ça se passe. Oui, Zlatan, restez avec nous parce qu'il y a beaucoup d'appels. Nous avons Philippe et Stéphane aussi, il est là et Stéphane va dialoguer avec vous. Philippe, bonsoir, comment ça va? On vous écoute, Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir à Zlatan et bonsoir à tout le monde. Oui, je suis particulièrement choqué par l'intervention de Stéphane, ou Stéphane, je sais pas comment il s'appelle. Hein. C'est un peu comme Stéphane Bandera, comme vous savez, c'est le nazi nationaliste ukrainien là, qui collaborait avec la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a des années, comme ils le font actuellement, en Ukraine, alors on peut dire ce qu'on veut de l'Union soviétique, hein, c'était pas forcément une belle démocratie. Enfin bon, il y avait des choses bien, il y avait des choses très très mal. Mais enfin, dans leur hymne, il y a ce qu'on appelle Soyuz Druzhbych Narodov, ça veut dire l'union des peuples frères, voilà. Et ça, c'était juste ce que les Américains viennent. Alors, il faut aussi voir que, par exemple, comme par hasard, on a appris que il y avait des bases. Alors, on joue avec les mots. Hein, c'est pas des bases de l'OTAN, c'est des bases qui sont en coopération avec l'OTAN, mais avec des instructeurs canadiens qui entraînaient les Ukrainiens. Mais ils les entraînaient contre qui alors? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Comment ça se fait qu'il y a 30 ans, c'est les deux peuples, souvent de toute façon, il y a des Ukrainiens chez les Russes et puis il y a des Russes chez les Ukrainiens, et beaucoup d'Ukrainiens sont russophones. Et comment ça se fait qu'en 30 ans, on ait, on va dire, dressé un peuple contre un autre? Voilà. Alors ensuite, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas 1 million de nazis en Ukraine, mais il y en a, oui. Il y en a. Le bataillon Azov, qui est un bataillon ultranationaliste. On voit bien sur YouTube, enfin, vous n'avez qu'à voir sur YouTube, hein, vous voyez des défilés de miliciens, hein, avec un emblème qui ce qu'on appelle le Wolfangel, c'est-à-dire ça ressemble à, on va dire, un emblème nazi. Quant à Zelensky, quand M. Stepan dit qu'il a été élu avec 72%, non, il a été élu avec 23% au premier tour. Et donc, il faut pas. Et en plus, si vous grattez un petit peu, il y a même une émission de Radio Saboda, la radio libre, où on voit que Zelensky était de mèche avec des oligarques ukrainiens. Alors évidemment, c'est peut-être pas la même division qu'avec la Russie, hein. C'est peut-être pas des super oligarques, mais c'est quand même des oligarques. Alors moi, j'ai énormément de mal à comprendre comment cette personne, par exemple, a pu se faire un patrimoine de 25 millions de dollars, alors que le salaire moyen en Ukraine, c'est 300 €. Voilà. Et il a été coincé dans ce qu'on appelle les Pandora Papers. Voilà. Donc c'est pas un ange, Zelensky, hein. C'est pas un ange. Et c'est d'autant moins un ange qu'effectivement, il crie au loup à chaque fois qu'il va voir les pays du monde entier. Il a déclenché un scandale en Israël en essayant de faire une comparaison entre la Shoah et le génocide du peuple ukrainien. On lui a dit d'arrêter, quoi. Voilà. Alors après, moi, il faudrait aussi qu'on m'explique comment on est arrivé si c'est une affaire russo-ukrainienne, ça reste russo-ukrainien. Pourquoi les États-Unis actuellement mettent 33 milliards de dollars d'armement contre les Russes? Voilà, avec des... Là, quand on dit l'Occident, non, c'est pas l'Occident, c'est les États-Unis. Voilà,
C'est les États-Unis qui ont vendu leur fameux avion F-35 à l'Allemagne. Il n'y a aucun avion français qui a été vendu en Europe. Le missile Javelin, il est fait dans l'état d'Alabama, aux États-Unis. Tout ça, ça profite à l'industrie de guerre. Et le gaz, le fameux gaz liquéfié, il vient des États-Unis, le gaz de schiste, voilà. Alors, faut pas nous raconter ça n'importe comment. Et pour le Donbass, en grattant un petit peu, on sait très bien qu'il y avait des intérêts canadiens avec des oligarques ukrainiens. Et comme le dit Zlata, c'est un pays qui était mis en coupe, qui était vendu à la découpe, à des intérêts occidentaux, voilà. Alors je dis pas que la Russie c'est mieux, hein. Je pense qu'il y a aussi des oligarques en Russie et c'est pas non plus très clair. Mais enfin, de là à nous dire que c'est un très joli pays qui est attaqué par un méchant Poutine, non. Après, on ne sait pas très bien quels sont les buts de Poutine. Personne ne le sait. On est dans la géopolitique, dans la géostratégie. Donc essayer de dire que Poutine c'est le mal absolu, c'est un salaud, c'est je ne sais quoi, etc. Il est devenu fou, enfin tout ce qu'on entend actuellement. À quoi ça rime? Voilà. Est-ce qu'on a dit la même chose quand les Américains, je suis désolé de le dire, mais quand les Américains ont envahi l'Irak ou ont envahi l'Afghanistan? Il y a une étude extrêmement sérieuse de l'université Brown. Brown s'écrit P-R-O-W-N, donc c'est pas des gauchistes, hein, c'est une université américaine, où ils ont établi qu'en 20 ans de guerre, donc post-11 septembre, l'Amérique, donc les États-Unis, ont dépensé 1000 milliards de dollars américains. 1000 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1000 milliards, voilà. Et là, on vient nous dire que la Russie, qui a un PIB, on va dire, équivalent au PIB de l'Espagne, c'est une menace pour le monde entier. Mais de qui se moque-t-on, hein? De qui se moque-t-on? Alors effectivement, pour les gens qui, peut-être comme Zlata ou moi, enfin, je veux dire, voilà, moi je vois aussi certains reportages qui correspondent pas du tout à ce qu'on nous montre en Occident, enfin en Occident, du moins en France. Par exemple, moi j'ai vu sur YouTube, bon c'est très connu dans le monde russophone, on voit le reportage, ce qu'on appelle Babushka's Flagom, ça veut dire la grand-mère avec le drapeau rouge. On voit des soldats ukrainiens arriver, et puis arriver dans un lotissement où il y a un grand-père et une grand-mère, et ils commencent à interroger le grand-père en disant mais toi tu votes pour qui, t'as voté pour Poutine, etc. Donc le grand-père dit bah non je sais pas, évidemment lui il veut pas être tué par les Ukrainiens. Et puis derrière on voit la grand-mère qui arrive avec son drapeau rouge. Mais pourquoi elle arrive avec son drapeau rouge? Parce qu'elle sait très bien que ses parents, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, son père a combattu donc les nazis, les vrais, hein, en Ukraine. Je rappelle qu'il y avait eu quand même des batailles féroces, et que ce fameux Stepan Bandera, comme le Stepan là qui a intervenu à l'antenne, c'était un collaborateur des nazis. Hein, et d'ailleurs, il a été assassiné par le KGB en Allemagne dans les années 50. Voilà. Donc, moi, si je suis ni russe ni ukrainien, mais je connais un petit peu le pays, du moins je connaissais du temps l'Union soviétique. Si on veut parler de désinformation, j'ai plutôt l'impression que c'est notre ami Stepan là qui arrive et qui, lui, il est très bien, il veut couper les têtes à tout le monde. Et il faut qu'il y ait que lui qui parle là, et qu'on l'entende, voilà. Donc il faut aussi qu'on entende les différentes voix. Et puis nous, on nous parle de démocratie, de pays libre, mais effectivement, ce qu'on voit sur certaines TV, on va dire, il y a certaines télé pro-russes, hein, bien sûr, mais bien sûr qu'il y a de la propagande pro-russe, c'est tout à fait évident. Mais enfin, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit en France, voilà. Et ça, c'est quand même très embêtant, quoi. C'est quand même très embêtant parce que on peut quand même se poser des questions d'un point de vue scientifique, savoir pourquoi ce qu'on nous propose en France, ça correspond pas à ce que moi je vois, à ce qui se passe en Ukraine, ou en Russie d'ailleurs.
Parce qu'on dit que la Russie est une dictature, mais Poutine a quand même été élu. Il a un parti qui s'appelle, je crois, Yedinaya Rossiya, la Russie unie. Alors, il y a peut-être eu des fraudes, hein, je suis d'accord, mais il a quand même été élu à 60%. Voilà. Et donc, en tout cas, décrire l'Ukraine comme un pays